Un dimanche des rameaux pas comme les autres. Cette journée, tous les fidèles chrétiens du monde la célèbrent chez eux. Coronavirus oblige. La messe de ce premier jour de la semaine sainte est suivie par la plupart à la télévision. Des précisions tout de suite. Des présidents africains ont-ils donné leur accord pour des éventuels tests d'un vaccin contre le coronavirus sur leur population? Nombreuses sont les personnes qui se posent cette question depuis qu'un chercheur français l'a affirmé sur une chaîne de télévision. Des détails dans ce journal. Le coronavirus s'est imposé au monde, obligeant la prise de décisions drastiques pour en sortir. Une crise qui n'épargne pas le Burkina Faso. Dans cette édition, le professeur titulaire en philosophie, Jacques Nanema, nous entretient sur le sujet. Bonjour et merci de nous suivre. Le point du jour sur le coronavirus fait état de 27 nouveaux cas confirmés, dont 25 à Ouagadougou et 2 à Bobo-Dioulasso. On note 24 guérisons, comptabilisons le nombre de personnes guéries à 90. Un décès est enregistré. Nous sommes donc à un total de 345 cas confirmés. Si vous êtes chrétien, vous l'aurez remarqué, ce jour marque la célébration du dimanche des rameaux. C'est le premier jour de la semaine sainte, semaine pendant laquelle des milliers de fidèles chrétiens célèbrent la passion du Christ à travers le monde. Mais ce dimanche des rameaux ne réunira aucun fidèle autour d'une grande messe publique. À cause du coronavirus, ils devront tous se contenter d'une messe soit à la télévision, soit sur les réseaux sociaux. Gildas Da et Bassirou Sawadogo se sont invités dans une famille catholique à Ouagadougou pour suivre l'office religieux du jour. Bible en main, attention fixée sur la télévision, Prosper Sawadogo suit les enseignements religieux depuis son salon. Du fait de la suspension des offices religieux grand public, ce retraité de l'enseignement secondaire reste désormais en communion avec Dieu par un autre canal. J'ai dit à mon enfant, à mon garçon là, de mettre TNT pour que je puisse suivre les cérémonies relatives à cette fête-là. Et ni Ave Maria. Bon, quand je suis sorti, c'est d'abord des lectures concernant la passion du Christ. Les messes sont désormais vécues depuis le canapé et ce dimanche des rameaux n'échappe pas à la règle pour une raison évidente. C'est une fête, on devrait faire, mais avec cette maladie, bon, et on a dit que chacun n'a qu'à célébrer au sein de la famille. Bon, donc, c'est à cause de ça que je me suis levé le matin et puis écouté la parole de Dieu. En plus de l'évangile qui a été commenté, il y a eu un message de l'archevêque cardinal Philippe. C'est depuis il a fait ce message-là à l'occasion donc du carême. Et la fin du carême, c'est pour bientôt, avec la fête de la résurrection du Christ, la fête de Pâques. La consigne est de rester chez soi pour fêter. Alors, Pâques, s'il n'y a pas de changement, alors ça sera comme on nous a enseigné, c'est-à-dire de suivre au niveau de la télé ou à la radio. Prosper Sawadogo saisit aussi l'occasion pour souhaiter le meilleur au cardinal Philippe Ouedraogo, testé positif au coronavirus. Moi, j'espère que, en tout cas, il va se remettre et je souhaite que dans mes prières, j'ai prié pour qu'il retrouve la santé le plus vite possible. La pandémie touche le Burkina Faso dans les différents pans de sa société. Côté religieux, les messes sont en direct, même sur les réseaux sociaux. Tout semble se faire pour le respect des gestes barrières afin de contenir au maximum la propagation de l'épidémie, avec bien sûr l'aide de Dieu.
En Afrique, plus de 7000 cas de coronavirus confirmés à ce jour. Pour venir à bout de cette pandémie, chaque pays œuvre à trouver un remède avec les moyens dont il dispose. La Guinée, en plus de la mesure d'urgence et de la réquisition de certains hôpitaux, appelle tout le personnel de la santé à former un bloc pour lutter contre le Covid-19. Pour ce faire, les médecins ont même juré devant le président Alpha Condé. Benjamin Kwame nous en dit plus. On est en train d'être à la catastrophe. La Guinée compte à ce jour 111 cas confirmés de coronavirus. Parmi ces cas figurent 12 membres du personnel d'appui à la présidence guinéenne. Les mesures de précaution, de sensibilisation sont en cours et c'est le lieu d'associer tout le monde dans ce combat contre le Covid-19. Alpha Condé, dans cette dynamique, a rencontré les professionnels de la santé du pays pour trouver ensemble les voies et moyens. À la catastrophe. Et moi, je n'accepterai pas ça. Et je ne vais pas m'asseoir et vous regarder. Ouais, c'est moi qui suis élu par le peuple, c'est moi qui est responsable de sa vie. Je ne vais pas accepter que vous, médecins, dont le rôle est d'être celui des populations, ne le soit pas. Donc, vous allez vous organiser mieux et qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire. Cette maladie crée la peur et a fait déjà un décès dans le pays. Pour être plus efficace dans la lutte, l'exécutif guinéen demande aux médecins d'être plus que jamais unis et de faire preuve de patriotisme. Quand vous allez en guerre, si certains tirent en face, d'autres à gauche, d'autres à droite, on n'ira nulle part. Vous savez très bien qu'on n'avait pas beaucoup de cas. Les derniers vols nous ont causé des cas. Maintenant, il faut que chacun de vous se considère comme un soldat. Donc on va se parler franchement. Chacun va dire ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire. Je veux qu'on se parle franchement. Parce que pour le moment, ça ne va pas. Il y a trop de dissensions en votre sein. On ne peut pas aller dans une guerre quand il y a des dissensions. Quand on va dans une guerre, tout le monde doit marcher du même pas. Ce n'est pas le cas actuellement. Moi, j'ai la responsabilité devant le peuple. Si ça ne va pas, c'est moi qui vais payer. Si ça va, le peuple sera content. Donc, il faut que vous acceptiez le travail ensemble. On ne gagne pas une guerre désunie. On ne gagne pas une guerre parce qu'on a les plus grands moyens. Sinon, les Vietnamiens, là aussi, n'auraient jamais vaincu la France et les États-Unis. On gagne une guerre parce qu'on est déterminé. On est patriote. On est déterminé. C'est comme ça qu'on gagne une guerre. Alors soyez patriotes, soyez déterminés. Pour sa part, il dit ne pas rester les bras croisés aussi. Toutes les dispositions seront prises pour augmenter le nombre de personnel. Mais en attendant, cet appel de Alpha Condé se concrétise par ce nouveau serment. Je suis au nom du peuple de Guinée de mettre au service de la santé de la population guinéenne. Je jure au nom du peuple guinéen d'oublier tout ce qui s'est passé et de nous mettre au service de la société, de sa santé. Je jure au nom du peuple guinéen d'oublier tout ce qui s'est passé et de se mettre au service de la Guinée. Devant le peuple de Guinée, que je vais être à son service. C'est ainsi que tour à tour, chaque acteur intervenant dans le domaine de la santé a juré de fédérer les énergies pour lutter efficacement contre cette pandémie, le Covid-19. Au Malawi, le président a annoncé hier qu'il baisserait de 10% son salaire et celui de ses ministres. Cela pendant 3 mois. Peter Mutharika veut ainsi dégager des fonds pour financer la lutte contre le Covid-19. Selon la Banque mondiale, le Malawi fait partie des pays les plus démunis de la planète avec plus de la moitié de sa population vivant sous le seuil de la pauvreté. Au Burkina, l'opposition politique dénonce une négligence du gouvernement vis-à-vis des décisions prises récemment par le président pour pallier au Covid-19. Par ailleurs, elle appelle le gouvernement à prendre en considération les forces vives de la nation. Objectif, créer une unité d'action syndicale pour faire face à cette pandémie. Écoutons certains d'entre eux au micro de Alain Koulibaly et de Constantin Sida. La récente allocution du président du Faso à la nation n'a pas laissé indifférente l'opposition politique burkinabé. Nombreux sont ces partis qui regrettent la lenteur du gouvernement dans les prises de décision et la vétusté des mesures prises pour pallier la pandémie du Covid-19 qui touche le pays depuis un certain temps. Concernant les mesures annoncées par le chef de l'État, je voudrais dire que si elles visent à atténuer un tant soit peu les répercussions économiques de la pandémie,
il n'en demeure pas moins qu'elles n'auront pas un effet considérable et assez rapide sur le quotidien des Burkinabés, car ne touchant pas tous les secteurs d'activité fortement impactés par la pandémie. Aucun mot n'a également filtré quant aux mesures à prendre relativement au système éducatif perturbé du fait de la pandémie. Quel accompagnement de l'État vis-à-vis des élèves, des étudiants et des enseignants? Comment l'année sera-t-elle sauvée? Quel sera le sort des élèves en classe d'examen? Qu'est-ce qui sera fait pour les nombreux autres secteurs touchés? Trop d'interrogations qui sont restées sans réponse après un message qui pourtant était attendu depuis le début de la crise sanitaire. Vous savez que par rapport à ces mesures qui ont été annoncées, à savoir 394 milliards en gros à terme, nous trouvons que cela est très insignifiant si nous nous en tenons aux propos et aux suggestions de nos économistes. Nos économistes disent au bas mot, le minimum, il faut 1000 milliards pour pouvoir nous en sortir de cette situation-là. Et si nous voyons effectivement les autres pays, ce qu'ils ont mis en place comme mesure, nous sommes nettement loin pour un pays qui est le plus touché en Afrique en termes de mortalité. Tous dénoncent une négligence de la part du gouvernement qui aurait dû, selon eux, prendre en considération les avis et conseils des forces vives de la nation afin de former une unité d'action qui pourrait venir à bout de cette pandémie. À une étape aussi cruciale de la vie de notre nation, où il est question de survie nationale, nous estimons qu'il aurait fallu qu'on puisse associer aussi bien la société civile, entendez par là les syndicats, les organisations, toutes tendances confondues, l'opposition politique, tous les acteurs qui peuvent apporter quelque chose dans cette lutte-là. Les défis sont devenus doubles maintenant. On avait le défi sécuritaire et voilà qu'il y a un autre défi qui vient sanitaire, qui vient s'ajouter. Donc tant que nous n'allons pas conjuguer nos efforts, je ne pense pas que nous puissions arriver à éradiquer ce phénomène-là dans notre pays. Face à ce défi historique qui touche la nation tout entière, la nécessité d'une union sacrée devrait se matérialiser au sommet de l'État par des consultations avec l'ensemble des forces vives de la nation, de même qu'avec toute la classe politique nationale, afin qu'ensemble, main dans la main, les fils et filles de notre pays se retrouvent pour mieux identifier les leviers à actionner pour parer au plus précis. Malheureusement, jusqu'à la fin du discours du chef de l'État, aucun appel à l'union sacrée et à une solidarité agissante autour de la gestion de cette grave crise n'a été lancé. Fort de leurs convictions, ces politiciens invitent le gouvernement, en particulier le chef de l'État, à revoir ses mesures tout en prenant en compte les autres couches sociales du pays. Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, est affectée elle aussi par le coronavirus. Après le deuxième discours du chef de l'État, les acteurs des marchés et yards de la ville de Sia sont entre satisfaction et crainte. À Bobo-Dioulasso, la correspondance de Abdoulaye Ouattara. Le marché de légumes appelé Leguemaloro version sous-sol est vidé de ses femmes à cause du Covid-19. Ce marché occupé par plus d'1 millier de femmes est fermé. La santé reste la préoccupation des premiers responsables. Si le gouvernement parvient à nous soutenir matériellement, ce serait avec plaisir. Mais s'il n'arrive pas à le faire, nous n'allons pas l'en vouloir. Mais en cas de soutien, que la population ne sous-estime pas, qu'elle sache que nous travaillons pour nous-mêmes. Le gouvernement dirige le pays et il a la responsabilité de trouver les moyens. Et c'est ce qu'ils font. Que le gouvernement trouve les moyens pour éradiquer cette maladie. Qu'il trouve le médicament nécessaire pour soigner la population. Les locataires du marché des fruits du secteur 21 se posent plus de questions sur la clé de répartition du soutien annoncé par le chef de l'État dans son discours. La promesse faite par le président nous va droit au cœur. Mais comment tout cela va nous parvenir, c'est ce qui nous inquiète. Nous avons besoin d'aide en cette période et il faut du soutien pour que chacun de nous puisse avoir un peu.
C'est notre cri de cœur. Des mesures salutaires qui viendront soulager ces vendeuses de fruits et légumes. Ce sont des mesures sanitaires parce que depuis le 30 mars, au niveau de la commune de Bobo-Dioulasso, les marchés sont fermés. Et je suis présentement au niveau des marchés de fruits et légumes. En temps de chaleur, c'est difficile pour la conservation de ces fruits. Et il y a des femmes qui n'arrivaient même plus à dormir, qui se faisaient beaucoup de soucis. Mais ces mesures vont les permettre d'avoir des fonds de roulement pour reprendre leurs activités. Une batterie de mesures prises par le président du Faso pour soulager le secteur économique. Le plus important reste l'effectivité de ces engagements. Quand vous voyez les marchés qui sont fermés, et ça veut dire que les activités de beaucoup de femmes sont paralysées. Les marchés aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prévues pour accompagner ces femmes-là à travers l'ère fêtière. C'est de belles mesures, on pourra faire mieux que ça. Mais surtout, il est dit, il faut que ce soit effectif pour soulager la population réellement parce qu'il y a un besoin impérieux. La population traverse des périodes très difficiles parce que les gens vivent au jour le jour dans ce pays. Bobo-Dioulasso compte à ce jour 24 marchés IA fermés à cause de La pandémie du Covid-19 affecte sans nul doute la population du monde entier. À Ouagadougou, pour en parler, nous sommes allés à la rencontre du professeur Jacques Nanima, professeur titulaire de philosophie, spécialiste de philosophie moderne et contemporaine. Il est enseignant-chercheur à l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Alain Koulibaly et Constantin Sieda nous proposent un extrait de son entretien. Bonsoir chers téléspectateurs de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Nous recevons ce soir le professeur Jacques Nanima. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien. Alors professeur, première question, des marchés vides, des villes désertes, des avions cloués au sol, des gares vides, des églises, des mosquées, des temples fermés, plus d'un tiers de l'humanité confinée. On a le sentiment que la planète s'arrête de tourner. D'aucuns y voient la fin de la mondialisation. Qu'en pense le philosophe et l'homme de culture que vous êtes? Nous avons l'impression bien sûr que tout s'arrête, mais en fait tout ne s'arrête pas. C'est seulement une impression. C'est vrai qu'il y a du confinement, c'est vrai qu'il y a des couvre-feux, c'est vrai qu'il y a immobilisation des entreprises, mais la vie continue. Et la vie continue autrement. Et la vie continue même dans le confinement. La vie se réorganise, les hommes se réorganisent pour s'adapter à cette situation difficile. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est une atmosphère de fin du monde, c'est plutôt une opportunité de reconfiguration de notre être au monde et qui mérite d'être pensée et bien sûr qui mérite toutes les compétences aussi pour agir. Alors, une grande épreuve pour nos sociétés, surtout africaines, ne pas se serrer la main, se tenir à distance, observer des gestes barrières, ne plus célébrer avec faste nos morts. Nous devons cesser d'être le peuple de la danse dont les pieds retrouvent vigueur en tapant le sol, en tout cas momentanément. Le coronavirus, une négation de notre être africain, ne risque-t-il pas de nous détruire plus profondément qu'on y pense? Je pense qu'il faut considérer que ce que nous appelons nos habitudes culturelles et auxquelles nous sommes attachés là, c'est-à-dire se saluer, fêter ensemble, être dans une certaine promiscuité, c'est seulement des habitudes. Ce sont des habitudes sociales. Mais qu'il ne faut pas confondre avec les valeurs. Parce que les valeurs doivent respirer un peu plus haut que les simples habitudes. On peut changer ses habitudes. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur de changer ses habitudes. Parce que le changement n'est pas mortel à ce niveau, bien au contraire. Accepter de changer momentanément ses habitudes pour sauvegarder la vie de la communauté, c'est quelque chose d'absolument important. Il me semble aussi, bien sûr, que nous ne sommes pas les seuls à être affectés. Ailleurs, ils se disent bonjour aussi. Ailleurs, ils se font la bise. Ailleurs, ils font aussi la fête. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des habitudes sociales, des habitudes culturelles. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, parce qu'en fait, cette crise est une occasion de nous obliger à réinventer peut-être une autre manière d'être ensemble. Professeur, d'aucuns voient avec cette crise du coronavirus la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Qu'en pensez-vous et quel être individuel ou collectif va-t-il sortir de ce confinement? Il vaut mieux en tout cas penser que cette crise, même si elle nous secoue profondément, ne va pas fondamentalement changer le monde, mais elle va nous contraindre à nous réorganiser autrement pour vivre et pour vivre ensemble.
dans un flux intergénérationnel et normal qui permettent en tout cas aux jeunes de continuer d'apprendre aussi de leurs personnes âgées. Et cela doit nous interpeller sur la nécessité d'avoir une résilience collective et pas seulement individuelle, pas seulement générationnelle. Une résilience collective, ça signifie que nous devons nous organiser pour mettre en sécurité les personnes ressources, les compétences, les personnes âgées qui sont là et qui sont exposées plus que les jeunes à la mort. Dans une réflexion que vous avez partagée sur les réseaux sociaux, vous voyez cette crise comme une opportunité d'avancer dans l'utilisation des TIC pour l'enseignement extramuros, mais aussi le télétravail. Que doit-on entendre par là? Pour ce qui me concerne, je pense que nos pays qui sont faiblement connectés, où on a développé très peu l'économie numérique et le télétravail, tout cela, nous sommes, je pense, en retard. Parce que quand on voit ce que les enfants en Italie, en Belgique, ce que les enfants continuent de faire à la maison, en étant à la maison, donc continuent d'apprendre, continuent de se former, continuent d'avoir des heures de travail pendant qu'ils sont à la maison, parce que les familles sont connectées. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui doit faire tilt et nous dire, n'empêchons pas notre société d'aller vers le développement des nouvelles technologies parce qu'il n'y aura pas de place pour ceux qui ne maîtrisent pas ces technologies dans le monde qui vient. Déjà dans le monde qui est là actuellement, ce n'est pas évident, mais il ne faut pas handicaper notre société, il faut bien au contraire qu'on accepte d'aller, de faire un pas en avant dans le sens du numérique parce que cela va permettre de continuer de former les étudiants. On ne peut pas laisser tant d'élèves, tant d'étudiants dans une sorte de blackout intellectuel qui pourrait frapper la société de manière durable. Parce que former les étudiants et leur apprendre surtout à se former tout seuls et à continuer de se former même quand ils ne sont pas à l'université, ça c'est une dynamique sociale absolument importante. Alors, dernière question, professeur, quelles leçons faut-il tirer de cette crise? Ce qu'on doit tirer comme leçon, c'est l'obligation de solidarité. L'obligation de prendre ensemble à bras le corps la question sécuritaire, la question alimentaire. C'est très important. La vulnérabilité dans une société est toujours un danger pour la société. Ce n'est pas seulement l'affaire du politique, c'est l'affaire de la communauté, c'est l'affaire de la société. Et nous devons nous organiser pour que chacun ait honte quand il voit l'autre en difficulté. Que chacun ait honte quand il sait que les autres n'ont pas de quoi manger. Donc il y a un devoir de responsabilité que nous devons développer au niveau collectif. Bon, peut-être qu'au niveau de l'humanité en général, moi j'aimerais quand même que cette crise-là nous permette de sortir du pessimisme et aussi de l'afro-pessimisme. Ça c'est une maladie encore plus dangereuse que le palu, que la pandémie, que le sida et tout ça. Parce que l'afro-pessimisme c'est un art d'autoliquidation des Africains par eux-mêmes, au lieu d'être des forces pour surmonter les situations difficiles, nous nous installons souvent et nous pleurnichons. L'afro-pessimisme est ce qu'il faut surmonter. Et le pessimisme en général au niveau de l'humanité, parce que l'homme peut flancher d'une certaine façon à cause de cette crise. L'homme peut même tomber, mais nous devons avoir confiance en l'homme. C'est aussi justement ce que j'appelle une sorte de néo-humanisme qu'il faut réinvestir afin que les hommes restent debout et restent des gens qui combattent et non pas des gens qui attendent que leur salut leur vienne. Des Africains servent-ils de cobayes pour des essais de vaccins anti-Covid-19? Les propos d'un chercheur français le laissent effectivement penser. Une perspective qui suscite une vive polémique. Et même que plusieurs pays africains auraient pris part au projet. Allégation qu'il démonte catégoriquement. Benjamin Kwame et Gildas Da nous confirment cela. Dans plusieurs pays étrangers et ne sait tout ce Tout est parti d'une déclaration sur la chaîne française LCI. Le professeur Camille Lotte, directeur de recherche à l'INSEM, l'Institut national de santé et de la recherche médicale, faisait état de tests en Afrique du vaccin BCG pour le traitement du Covid-19. Une déclaration qui suscite une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Des vedettes du monde des arts et du sport, des intellectuels et des politiques de tous bords et une multitude d'activistes s'insurgent
contre ce projet jugé raciste et méprisant pour un continent. En un mot, les Africains ne doivent pas servir de cobayes pour tester un vaccin, clame-t-il avec force. Une indignation générale bien entendu du côté de la France. Dans un communiqué, l'INSEM publie les excuses de son directeur de recherche, recadre ses propos dans une formule beaucoup plus politiquement correcte. Des essais cliniques visant à tester l'efficacité des vaccins sont en cours ou sur le point d'être lancés dans les pays européens, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Espagne notamment et en Australie. S'il y a bien une réflexion autour d'un déploiement en Afrique, il se ferait en parallèle de ces derniers. L'Afrique ne doit pas être oubliée ni exclue des recherches car la pandémie est globale, conclut le communiqué de l'INSERM. Pourtant, du côté de la République démocratique du Congo, le responsable de la lutte contre le coronavirus avait relevé que son pays était candidat pour tester un vaccin anti-Covid-19. Nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Mais après cette annonce, il a fallu juste quelques heures pour que le docteur Mouyembe fasse un rétropédalage pour indiquer qu'il n'acceptera jamais qu'on utilise les Congolais comme cobayes. Mon intention en parlant de vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Je suis moi-même congolais et ne permettrai jamais d'utiliser les Congolais comme cobayes. De même, le chercheur Camille Lotz, tout en présentant ses excuses, indique qu'il n'a tenu aucun propos raciste. Il ajoute que les conditions de l'interview ne lui ont pas permis de réagir correctement. Le chercheur souligne que son intention était juste de dire que tous les pays devront pouvoir bénéficier des fruits de la recherche. À la suite, le médecin Jean-Paul Mira, lui, déclare, je cite, « Je veux présenter toutes mes excuses à celles et à ceux qui ont été choqués, heurtés, qui se sont sentis insultés par des propos que j'ai maladroitement prononcés. » Selon des informations relayées sur les réseaux sociaux, ce projet devrait impliquer 25 autres pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso. Les autorités de la plupart de ces pays ont démenti cette information. C'est le cas du Burkina Faso. Dans un communiqué publié sur Twitter, le président Roch-Marc Christian Kaboré déclare « Le Burkina n'est en aucune manière ni impliqué ni engagé dans un quelconque projet de test sur son territoire. » Le détachement de l'armée burkinabé basé à Bourzanga dans le nord est tombé dans une embuscade hier. Selon un bilan provisoire non encore officiel, au moins 2 soldats ont été tués, 15 blessés et 2 autres disparus. Les assaillants auraient aussi emporté un important lot de matériel militaire, dont 2 pick-up armés et des mobylettes. Le même scénario s'est produit hier dans la région de l'Est du Burkina, à Kanchari. Là, c'est une équipe de la police nationale qui est victime d'une attaque. Au moins un policier y a perdu la vie. C'est ainsi que prend fin cette édition. Et n'oubliez pas de respecter les consignes qui aideront à faire barrière au coronavirus. Ensemble, nous vaincrons cette pandémie. Bonsoir.